Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Djoliba TV News, la première chaîne d'information du Mali. Djoliba TV, fidèle à elle-même. Nous avons fait le serment de rester, en tout cas, dans les grands événements. Oui, aujourd'hui, c'est un grand jour, 18 août 2020, 18 août 2025. Cela fait 5 ans que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta perd son âme à chuter. C'est là à la suite de nombreux mouvements menés par le mouvement du M5 RFP. Qu'est-ce que nous pourrons retenir des 5 ans de la transition? Pour en parler, nous avons sur ce plateau, en tout cas, un membre influent qui a justement eu à prendre part aux différentes organisations, en tout cas, différentes activités qui ont été menées par le M5 RFP. Il est aujourd'hui membre du Conseil national de transition, vous l'avez compris. Notre invité est M. Noussar. M. Sarr, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bienvenue. C'est un plaisir d'être avec vous. Ça fait Merci, merci M. Noussar d'avoir accepté notre invitation. Nous vous savons un homme très occupé, malgré vos occupations. À chaque fois que le devoir vous appelle, vous avez répondu au devoir. Merci en tout cas. Toujours avec plaisir, parce que c'est toujours important de rassurer nos compatriotes, de leur dire que les alarmistes, c'est-à-dire les prédicateurs du chaos, ont toujours tort. Parce que nous sommes aujourd'hui un pays qui travaille inlassablement à redorer le blason sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social, et faire en sorte que notre pays puisse conserver sa respectabilité qu'il a acquis au prix de votre lutte au cours des 5 dernières années. Donc les alarmistes sont toujours torts, et les théoriciens du chaos aujourd'hui voilà, sont devant l'histoire et devant leurs responsabilités. D'accord. Et le temps se chargera en tout cas de juger chacun d'entre nous, car il est le meilleur juge. Comme il l'a toujours fait. Merci. Voilà. En tout cas, et nous ne pouvons pas passer en tout cas sous silence cette journée du 18 août 2025. Vous êtes quand même un acteur majeur de la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Vous avez pris part, sinon on peut dire que vous êtes même, si on peut le dire ainsi, un membre fondateur du M5 RFP, lequel mouvement a en tout cas battu le pavé pour que le pays puisse vraiment retrouver en tout cas sa souveraineté, toute sa souveraineté. Aujourd'hui, 5 ans déjà, M. Noussar, nous allons justement parler de la transition qui est en cours depuis pratiquement 5 ans. Laquelle transition a connu 2 phases. La première phase qui avait été qui avait été menée, j'allais dire, par Bandao avant que le régime aussi ne soit mis à la touche pour les raisons que vous connaissez aussi bien que notre spectateur aussi qui connaissent les raisons. Nous allons revenir justement sur les 5 ans, la création de l'AES, le Mali qui a quitté la CEDEAO, le CNT, la mise en place du CNT, un premier gouvernement, ensuite un second gouvernement. Alors, M. Noussar, aujourd'hui, 5 ans après la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, vous qui avez justement pris part au M5 RP, quel est le sentiment qui vous anime? C'est un sentiment de fierté, un sentiment de devoir accompli, un sentiment aujourd'hui qui est de voir notre pays prendre son destin en main, le conduire au lieu de le subir. Souvenez-vous, il y a 5 ans, notre espace aérien était contrôlé par d'autres forces. Notre armée subissait une humiliation sans pareil. Nos populations étaient massacrées. Sobanda s'en souvient, Ogosagou, Gangafani. Tout était décidé à notre place. Notre pays était sous tutelle internationale. 30 000 militaires étrangers occupaient le territoire sans pouvoir apporter des solutions aux problèmes pour lesquels ils sont venus, pour lesquels nous leur avons fait appel. Bien sûr, la question de la gouvernance et de la corruption, vous en savez mieux que moi, les différents scandales que notre pays connaissait. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des avancées spectaculaires, même si, comme je le dis, les théoriciens du chaos aiment toujours peindre le tableau, mais la vérité, on ne peut pas cacher la vérité. La vérité est toujours visible, et la vérité, on ne va pas la chercher, elle vient toujours à nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où notre armée est passée de 22 000 hommes
à plus de 60 000 hommes. C'est une prouesse extraordinaire. Personne ne l'a fait au cours des 2 dernières décennies en Afrique au sud du Sahara. Aujourd'hui, la reconquête du territoire national est une réalité. Qui n'a pas subi l'humiliation de Kidal? Qui n'a pas vu des candidats payer de l'argent pour aller faire campagne à Kidal? Qui n'a pas vu des groupes armés célébrer l'indépendance de l'Azawad chaque 6 avril? Qui n'a pas vu comment Kidal était devenu le sanctuaire du terrorisme international? Aujourd'hui, c'est derrière nous. Qui n'a pas vu notre pays faire face à l'humiliation de l'accord antinational issu du processus d'Alger? Qui n'a pas vu notre pays être soumis au diktat des parrains du terrorisme international? Aujourd'hui, c'est un souvenir qui est derrière nous. L'armée nationale, les autorités légitimes du Mali sont présentes dans la ville malienne de Kidal et sur l'ensemble des régions de notre pays. Vous savez, exercer sa souveraineté sur son territoire est le préalable à tout processus de progrès. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ceux qui ont crié ça et là, les théoriciens du chaos, ceux qui ont hurlé sur tous les toits, mais la réponse de notre peuple est claire. Hein? Le peuple ne les a pas suivis, les aventuriers n'ont pas été suivis. Et le peuple malien est aujourd'hui debout avec ses autorités pour que notre pays puisse continuer à conduire son destin. Parce qu'aucune nation au monde ne s'est prospérée sans prendre le contrôle de son destin. Je pense au Vietnam, je pense à la Turquie, je pense au Japon, je pense au Rwanda, je pense au Lesotho, je pense à tous ces pays qui, à un moment donné de leur histoire, ont fait un break pour saisir leur destin et le conduire. C'est ce processus qui est en cours. Aucun processus n'étant parfait, il y a bien évidemment nécessité de corriger là où ça n'a pas marché, mais en tout état de cause, le cap est fixé et notre nation sortira grand de toutes les épreuves auxquelles elle sera soumise. Ok, alors est-ce qu'on peut dire, M. Sarr, aujourd'hui, que la lutte que vous avez menée, la lutte du M5-RP, c'est vrai, vous parlez tantôt de ces semeurs de chaos qui pensent que le pays allait sombrer, en tout cas tout son lot qui accompagne. Aujourd'hui, tout n'est pas que rose aussi, il y a peut-être des zones d'ombre, comme cela peut arriver, en tout cas dans une gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et que vous souhaiteriez que ça fonctionne d'une autre manière? Non, en fait, vous parlez de la lutte politique que nous avons menée. C'est une lutte qui a été menée tout en respectant les grands principes de la politique qui consistait à défendre un idéal. Cette lutte a été menée dans un contexte particulier. Nous étions dans une situation où notre pays était mis sous tutelle sans la volonté de notre peuple. Je viens de vous rappeler, notre espace aérien était contrôlé par d'autres forces, par d'autres pays. Pour que nos avions décollent, il fallait l'autorisation d'autres pays. Mais c'est une limite, c'est un assassinat de la souveraineté. Toutes ces forces présentes ici avaient bien sûr d'autres agendas qui n'étaient pas de ramener la paix et la sécurité au Mali. Et pour en venir au processus de gouvernance actuel, vous comprenez, il n'existe pas de perfection dans aucun processus. Il y a bien évidemment des défis que nous allons surmonter, que nous allons transcender obligatoirement parce qu'il n'y a même pas le choix. Il faut qu'à un moment donné, l'on puisse regarder, jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été accompli, sur ce qui aurait pu être corrigé, sur ce qu'il faut corriger. Il n'existe pas de processus parfait. Mais ce qui est constant aujourd'hui, notre peuple a plus confiance en l'avenir qu'hier. C'est ce qui est extrêmement, extrêmement important. Nonobstant tout ce qui est en cours, hein, vous savez, voilà, les gens qui estiment qu'ils sont les élus de Dieu, ils sont les seuls nés pour diriger, vont toujours trouver de quoi sombrir le tableau. Mais chercher à sombrir un tableau ne veut pas dire que le tableau il est sombre. Le peuple, lui, il voit la vérité. Il voit les avancées
constante. Ils voient une armée qui est en opération sur l'ensemble du territoire. Ils voient des avions, des drones voler. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, notre peuple n'est pas un peuple qu'on peut facilement manipuler. C'est un peuple conscient qui a atteint une certaine, qui est un peuple qui a atteint une certaine compréhension des choses et qui sera toujours là. Et surtout un peuple résilient. Totalement résilient sur toute la ligne. D'accord. Voilà. Okay. Alors, justement, les motifs avancés qui ont justement prévalu la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'était la mauvaise gouvernance, c'était justement la question sécuritaire, c'était la corruption, le népotisme. Ce sont des lots qui ont été avancés par, en tout cas, ceux-là qui ont, à l'époque, battu le pavé pour qu'il puisse y avoir un changement. Aujourd'hui, 5 ans après, certains Maliens, M. Sarr, quand même, pensent que le constat il est toujours le même. Ça n'a pas changé sur beaucoup d'aspects. Il est vrai, la reconquête de Kidal a été un exploit, en tout cas, que tous les Maliens ont salué de tous les bords, même dans les grandes chancelleries. Mais aujourd'hui, est-ce que la lutte contre la corruption, l'insécurité, surtout que nous voyons qu'aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, ça a pris une autre dimension. Ce n'est plus la guerre conventionnelle à laquelle nous avions pris goût. C'est aujourd'hui la guerre asymétrique. Et surtout que le mode opératoire change du côté des terroristes. C'est à ce niveau, M. Sarr. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens? Bon, vous savez, le changement, c'est un processus. Le changement ne tombe pas du ciel, c'est le fruit d'un processus. Et sur le plan de la gouvernance, on constate une nette amélioration. Le gouvernement actuel, en tout cas les autorités actuelles, disent ce qu'ils font. Disent ce qu'ils font. C'est extrêmement important. Le gouvernement actuel, les autorités actuelles ont pris des décisions qu'on a tenté de faire croire impopulaires, mais qui s'imposaient. La question des taxes, vous avez vu, le scandale, il y avait tout un tollé sur la question de l'énergie. Il y a aujourd'hui une amélioration extraordinaire et l'amélioration va en augmentant. Et donc, c'est clair qu'il n'y a pas de comparaison possible. La lutte contre la corruption, c'est une réalité. Vous l'avez vous-même constaté. Autrefois, des gens considérés comme intouchables sont allés répondre à la justice. Il y a des procès, il y a eu des jugements. Les dossiers ont été gérés à la justice. La justice a assumé son rôle aujourd'hui. La justice a assumé son rôle, qui est de protéger les deniers publics. Donc, sur le plan de la gouvernance, la lutte contre la corruption n'a jamais été une réalité comme sur cette transition. Souvenez-vous, 2014 a été décrété ici, année de lutte contre la corruption. Curieusement, c'est l'année où on a connu le plus grand scandale. Et au Mali, rien ne peut se cacher. Souvenez-vous, rien ne peut se cacher. Sans ressources extérieures, sans aide budgétaire, l'État arrive à faire des choses extraordinaires. Le nombre de magistrats de 400 passera à 816, à plus de 816. C'est extraordinaire pour la bonne distribution de la justice. Pendant qu'on n'a pas d'aide budgétaire, mais l'État continue à assumer ses fonctions régaliennes, à assumer les charges incompréhensibles. Donc, vraiment, il faut que les gens comprennent que le processus de changement n'est pas compatible avec l'impatience. D'accord. Les changements, c'est dans le temps. Et le changement amorcé, aujourd'hui, vous avez vu, c'est très heureux de voir le chef d'État annoncer les postes fictifs. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas en poste, mais qui continuent à percevoir les salaires. Ça ne veut pas dire que ces gens qui n'existent peut-être pas, ce n'est pas eux qui percevaient peut-être. Peut-être d'autres percevaient à leur compte. Les enquêtes le révéleront. C'était ça. Et tous les régimes ont vécu ça jusqu'à aujourd'hui. La transition vient de mettre fin à ça. L'accord antinational issu du processus d'Alger. La transition a mis fin à ça. L'accord antinational, vous dites? Mais c'est antinational. En quoi il est antinational? Mais c'est pourquoi ça a été dénoncé. C'est d'alors qu'il avait quand même signé. Mais bien sûr, même certains d'entre eux ont reconnu qu'ils l'ont signé le couteau à la gorge. Quand on signe quelque chose de couteau à la gorge, c'est qu'on ne voulait pas. Donc, tous ces avancées-là sont à comptabiliser dans le bilan de la transition. Maintenant,
à crier, il y a certes des défis, mais à crier partout que rien ne va, ça aussi, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Justement, la vérité finit par apparaître. Alors, vous parlez tantôt de ces autorités vous pensez que ces autorités font toujours, en tout cas, ce qu'ils disent. C'est vous qui l'avez dit. Alors, disent ce qu'ils font. Disent ce qu'ils font. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'ils font ce qu'ils disent? Parce que nous savons très bien que cette transition avait été fixée à un moment donné à 18 mois. Finalement, on est allé à 24 mois. Finalement, nous sommes dans une transition indéterminée où on vient d'accorder tout récemment 5 ans au chef de l'État, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Alors, est-ce à dire que les autorités maliennes aussi donnent raison à Alassane Dramane Ouattara qui pense que, en tout cas, le devoir peut parfois transcender la parole donnée? Non, vous savez, je ne prendrai pas cette citation en compte. Vous savez, il y a quelque chose, à l'impossible, nul n'est tenu. Tout le monde sait et tout le monde est conscient qu'à un moment donné de la transition, les autorités ont manifesté une volonté claire de retourner à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas factice, c'est factuel. L'organe unique a été mis en place, qui résulte d'une demande de l'ensemble des acteurs, en tout cas de la quasi-totalité, même s'il y a quelques-uns qui avaient été réchiants par rapport à ça. La loi électorale a été adoptée. L'organe unique a été mis en place. Le processus a été engagé avec le texte du référendum. Cela, c'est une volonté. Mais curieusement, des acteurs auxquels l'État a fait confiance pour la sécurité, qui étaient engagés avec l'État dans un accord, même si l'accord était antinational, ces acteurs ont rejoint le camp du terrorisme. Le bateau Tombouctou a été attaqué. Le défi sécuritaire a pris de l'ampleur. Face à l'ampleur du défi sécuritaire, qui peut accepter d'assumer la charge de conduire le pays aux élections, sachant bien que nous avons un précédent où des candidats, en tout cas un candidat, l'un des plus importants candidats, a été enlevé. Je pense à Feu Soumaïla Cissé, auquel je rends un hommage sincère pour avoir été un des grands hommes politiques de notre pays. Donc, face à ça, à ce défi sécuritaire qui a pris de l'ampleur, tout gouvernement conscient se devait de fixer un nouveau cap et de réorienter la stratégie. Souvenez-vous, quand, après l'attaque du bateau de Tombouctou, on dit, bon, écoute, le défi sécuritaire est évalué, le ministre de l'administration a convié l'ensemble des acteurs du processus électoral et a laissé entrevoir que nous travaillons bien sûr. Le chef de l'État, après la mise en place du gouvernement de novembre 2024, a donné une lettre de cadrage. Et parmi ces 8 points, la question électorale est un point mentionné. Le pays étant inscrit dans tout ça, un acteur étatique, l'Ukraine, a revendiqué publiquement être entré en guerre au Mali aux côtés de groupes terroristes. C'est inédit. En droit international, ça ne s'est jamais produit. C'est inédit. Un acteur étatique a affirmé cela. Et face à ça, convenez avec moi que le défi sécuritaire a changé encore de visage. Et tout ceci mis ensemble, c'est évident que le pays ne peut pas prendre le risque d'engager un processus électoral, même si nous le voulons. Et c'est ça qui est la réalité des choses. La transition politique en cours a un bilan à défendre. Celui qui sera son candidat passera haut les mains. Pourquoi aurions-nous peur d'aller aux élections? Mais les élections, ce n'est pas une fin en soi. Il faut que nous ayons les élections les plus propres. Il faut que nous ayons les élections dans un environnement de sécurité. Il ne faudrait pas qu'on dise que les autorités actuelles ont été incapables d'assurer la sécurité de candidats. Donc, face à tout ça, convenez avec moi qu'il y a bien évidemment nécessité de réévaluer les choses et de réorganiser.
l'ensemble de la stratégie. Mais c'est ce que les gens refusent, certains refusent, parce que ce qui leur préoccupe, c'est conquérir le pouvoir. Le pays peut disparaître pourvu qu'eux, ils aient l'occasion de conquérir le pouvoir. Ça aussi, bon, notre peuple ne peut pas l'accepter. D'accord. Notre peuple ne veut pas l'accepter, ce sont les propos de M. Noussar. Alors nous allons toujours continuer dans cette logique de la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, avec toujours l'esprit du M5 RFP. Nous savons très bien que c'était un mouvement hétérogène qui avait regroupé les acteurs de la classe politique, de la société civile, tous les bords en tout cas y étaient. Alors aujourd'hui, beaucoup de membres de cette organisation sont en tôle, malheureusement. Certains sont en exil, d'autres aussi sont en tout cas membres du CNT, même dans le gouvernement. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kalamaga, qui est en garde à vue depuis quasiment 5 à 6 jours, doit en principe apparaître devant le procureur aujourd'hui même, si nous avons les bonnes informations. Alors, déjà, est-ce qu'on peut dire que c'était une révolution, M. Noussar? Est-ce qu'on peut dire que finalement, cette révolution a fini par manger ses propres fils? Je ne vois pas les choses sous ce temps. La lutte unie, le pouvoir divise. Et vous savez très bien que le M5 a accompli une belle mission. Et moi, encore une fois, l'histoire finit toujours par me donner raison. Au lendemain de la chute du pouvoir du régime Ibeka, j'ai été de ceux-là qui ont affirmé que pour nous, le M5 était terminé. Ce qui a poursuivi là, ce qui a continué, n'était plus M5. C'était l'utilisation du label pour gérer des carrières politiques. Et dans la gestion de carrières politiques, il y a des accidents. Dans la gestion de carrières politiques, on trébuche. Dans la gestion de carrières politiques, on rencontre des circonstances heureuses, parfois, quelquefois malheureuses. Mais tout ce qui est constant, c'est que le M5 a permis à notre pays d'avoir une transition, de recouvrer Kidal, de sortir de l'accord antinational, de recouvrir la dignité de notre peuple, de mettre fin à la tutelle internationale et d'amener le peuple africain, l'ensemble des peuples africains, à prendre réellement conscience des défis actuels et à s'orienter dans un futur. C'est tout l'objet de la naissance de l'AES. Et ça, l'AES est née sous le lead de notre pays. L'AES est le fruit de la lutte collective pour le respect de la dignité de l'homme africain. Donc, c'est un bilan, c'est le bilan du M5. Au lendemain de la chute du pouvoir Ibeka, ce qui s'est poursuivi, certains acteurs ont voulu rester et continuer à animer, à utiliser le label. Mais les labels là, tu peux l'utiliser, continuer à l'utiliser, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours ça. Pour nous, l'M5, je l'ai dit je l'ai dit sur tous les toits aux principaux acteurs que pour nous, Noussar, le lendemain de la chute du régime que nous avons combattu, le M5 était terminé. Maintenant, c'est le droit aussi de ceux qui l'ont fait de continuer à utiliser le label pour des besoins de gestion de carrière politique. Mais la politique a ses règles. Ces règles sont quelquefois dures. Ces règles sont quelquefois incompatibles avec l'esprit de manipulation. Ces règles sont incompatibles avec la défense d'intérêts claniques et personnels. Ces règles sont quelquefois très rigides pour des gens qui veulent toujours tirer la couverture sur soi. Mais bon, la camaraderie étant sacrée, nous respectons tous ces compagnons de lutte. D'accord. Alors, vous faites bien de rappeler, M. Noussar, vous parlez tantôt de la création de l'AES. Nous savons très bien que cette alliance des États du Sahel a été créée au lendemain, où quand même on a vu après le coup d'État contre le régime de Bassoum au Niger, Mohamed Bazoum, que des États, les États surtout de la CEDEAO, qui avaient quand même voulu justement attaquer le Niger. Et c'est justement au lendemain de cette initiative que ces trois États, le Burkina, le Mali et le Niger, ont décidé
décidé justement de prendre leur destin en main en mettant en place une alliance intitulée l'Alliance d'État d'Israël qui a été créée un certain 16 septembre, en tout cas 2023. Alors les objectifs étaient connus, en tout cas la sécurisation des 3 frontières, faire face en tout cas à la menace qui planait. Alors aujourd'hui, il y a même un hymne qui est justement dédié à cette confédération qui a été érigée en confédération aussi. Alors si la régie nous suit, nous aimerions quand même voir quand même un extrait de cet hymne, voilà, de l'AES, si la régie nous suit. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès. Sous l'étendard de combat épique, peuple de l'AES, intrépide et souverain, par le verbe et par les armes, brise chair qui te tiennent, pour que tes richesses te reviennent, et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique. Soldats, nous le sommes tous, déterminés, résilients et unis, pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin. Peuple de l'AES, peuple d'Afrique de ténacité, de sang et de sueur, tu écriras l'histoire pour que fiers de leur passé, tes enfants forgent le présent et bâtissent un monde meilleur. Soldats, nous le sommes tous, déterminés, résilients et unis, pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin. Peuple de l'AES. Peuple de l'AES, en tout cas un hymne dédié à l'AES. Tout à fait. À l'entendre parler, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me donne la chair de poule, ça me reconforte dans cette position qui est de dire que l'Afrique a son destin. Son destin ne doit pas être dicté par personne. Son destin doit être porté par son peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de bâtir dans l'espace AES. Vous avez vu ces belles paroles, peuple de l'AES, héritier des grands empires, porteur de temps nouveau. C'est ça, la vérité du combat que nous sommes en train de mener. Soldats, nous le sommes tous, déterminés, résilients et unis, pour que l'AES demeure un espace, un peuple et un destin. Et c'est ça, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris que le train a décollé, mais je les appelle à rejoindre. C'est un vaste mouvement de l'histoire. Personne ne peut aller contre l'histoire. Ceux qui ont tenté de le faire ont appris à leur dépens. Donc il est impératif aujourd'hui que l'ensemble de nos compatriotes, que ce soit au Burkina, au Niger et ici au Mali, qu'il y a une dynamique. Et cette dynamique, ce n'est pas pour les 3 chefs d'État. Ce n'est pas pour leur gouvernement. Vous savez, les responsables, les gouvernements passent, les dirigeants passent, mais les peuples restent, les pays restent. Et donc, c'est pour le bonheur de nos nations, de nos 3 nations, que l'AES a vu le jour. C'est un projet commun. C'est différent de la CEDEAO. Vous avez vu la CEDEAO, ce que ça a donné. Nous avons été contraints de sortir de cette organisation. Une organisation qu'on a mise en place au nom de l'intégration, au nom de cette volonté des pères fondateurs de mettre les peuples ensemble dans une dynamique commune pour porter le drapeau du panafricanisme. C'est révélé être une organisation à la solde de puissances extra-régionales qui l'ont manipulé, qui l'ont demandé d'aller faire la guerre au Niger. Cette CEDEAO s'est abstenue de faire la guerre aux terroristes. Mais lorsqu'un régime est tombé, elle s'est empressée pour aller faire la guerre au Niger. Et c'est à ça que nous avons dit non. Nous avons subi les pires sanctions de notre histoire en 2022. Des sanctions qui ne reposaient sur aucune base légale. Il n'y a aucun texte de la CEDEAO qui parle de sanctions économiques comme nous l'avons vécu. Fermeture de frontières, sanctions de toutes sortes, inhumaines, illégitimes, illégales, tout ce que vous voulez.
notre peuple a été résilient. Et nous avons été obligés de faire face à cette organisation anti-panafricaniste qui a agi contre les intérêts des peuples africains, qui voulait aller tuer des Nigériens pour faire asseoir la volonté de puissance qui dans l'ombre, tire les ficelles. D'accord. Nous avons dit non. Et nous avons appelé notre peuple à fonder une nouvelle organisation plus juste qui prendra le destin de nos peuples en main, qui conduira notre destin au lieu de le subir. D'accord, ça c'est donc l'objectif assigné à l'AES. Oui, depuis sa création, on sait très bien que l'une des, en tout cas, priorités de l'AES était la sécurisation des 3 frontières, car c'était la défense qui était quand même à l'ordre du jour à l'époque. Alors, 2 ans après la création de l'AES, M. Nounsar, c'est quasiment la situation. Certains diront qu'elle n'a pas du tout évolué sur le plan sécuritaire, car c'est des déplacés qu'on voit souvent en longueur de journée. Tout récemment, nous avons vu des déplacés burkinabés qui, à peu près, sont au nombre de 600 burkinabés qui sont retrouvés dans la ville malienne de Koro. C'est des déplacés qui continuent, en tout cas, dans ces 3 États. Nous n'avons pas vu, en tout cas, c'est le constat que les populations ont aujourd'hui, qui n'ont pas vu de ces zones qui ont été déplacées et malgré cette situation que les autorités décrivent, notamment la situation sécuritaire qui est aujourd'hui peut-être reluisante, nous n'avons pas vu ces déplacés se retourner dans leur localité d'antan. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de s'inquiéter compte de l'efficacité de cette organisation aujourd'hui? Mais vous savez, nous sommes en guerre. Lorsqu'il y a guerre, il y a affrontement. Ne demandez pas aux populations d'être sur un champ de bataille. Les populations désarmées, être sur les champs de bataille. C'est normal que les populations se déplacent. C'est comme ce diplomate avec lequel j'ai discuté, qui me disait qu'il y a plus d'écoles fermées. J'ai dit, mais attendez, mais pourquoi il n'y aura pas plus d'écoles fermées? Nous sommes en guerre. La guerre, c'est aller traquer les terroristes. La guerre, ce n'est pas un fleuve calme, un fleuve tranquille. Donc, quand il y a des affrontements, c'est normal que les populations se déplacent. C'est normal que les écoles soient fermées. C'est tout à fait normal. Nous nous battons contre le terrorisme. Certains ont préféré faire des deals avec les terroristes. On donnait l'argent de nos pays aux terroristes. On entretenu des terroristes. Certains ont préféré ça. On préférait ça. On préférait engager des combines. Mais est-ce que cela n'explique pas aussi le fait qu'ils n'ont pas d'autre choix que on a décidé de nous battre. De nous battre contre le terrorisme. Parce que le terrorisme n'a pas d'avenir. Le terrorisme n'a pas d'avenir. Nous avons payé un lourd tribut. Et nous sommes obligés d'y faire face. Pour mettre fin, pour ramener la paix. Pour ramener la sécurité. Nous sommes condamnés à ramener la paix. À ramener la sécurité. Donc, tout ce qui est en cours aujourd'hui va vers cela, cet objectif final qui est de ramener la paix. Il y a une force conjointe. Nous avons tous connu ici des forces conjointes, G5 Sahel. Ce que ça a donné, tout le monde sait. Aujourd'hui, la force conjointe de l'AFS, c'est une réalité. C'est une réalité vivante. Les avions, le chef d'État, le général d'armée Assimi l'a dit, nos avions interviennent à la demande de l'armée de Burkina, sans aucun protocole. Les équipements burkinabés interviennent sur le sol malien, y compris le Niger et tout. Donc nous sommes liés par le destin. Et nous avons l'obligation de faire face à cette situation qui va finir. Nos pays seront prospères. Il n'y a pas le choix. Le Vietnam a connu pire. Aujourd'hui, le prix du riz ne se décide pas sans le Vietnam. Le prix mondial du riz ne se décide pas sans le Vietnam. Ho Chi Minh et ses hommes ont connu les pires difficultés. Le peuple vietnamien a connu l'une des pires tragédies de l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est un pays puissant. C'est un pays qui est debout et qui regarde les autres d'égal à égal. C'est ce que je souhaite pour mon pays. D'accord. Je ne souhaite pas que mon pays soit un pays à la traîne. Un pays qui attend d'obéir aux injonctions de puissance extra-africaine. Nous avons décidé de prendre notre destin.
Que ceux qui l'ont compris le comprennent. Que ceux qui ne l'ont pas compris le comprennent. Donc, le bateau Mali est en route. C'est en route, c'est en marche. Il n'y a pas d'alternative. Mais personne ne doit être exclu. Personne n'est exclu, sauf ceux qui ont décidé de s'auto-exclure. D'accord. Et moi, je leur lance un appel. D'accord. Il n'y a pas d'alternative à la prospérité de notre pays. Très bien. Quel que soit le temps que nous prendrons. D'accord. Monsieur Moussar, vous êtes, bien entendu, vous étiez président de parti. Ouais. Les partis politiques ont été, les activités ont été suspendues à un moment donné, avant que les partis politiques ne soient dissous. Comment avez-vous justement acquis cette décision des autorités à l'époque? Bon, écoutez, je pense que pour l'État, on est obligé de surmonter les désaccords personnels. Les désaccords, c'est normal. Pour l'État, l'intérêt de l'État, il faut surmonter les désaccords. Vous savez, une des règles de la politique, c'est surmonter ces désaccords, surmonter les frustrations pour les intérêts de l'État. On peut estimer à un moment donné qu'une action est une erreur et au final se rendre compte plus tard qu'on avait peut-être tort. Ou l'histoire finit par vous donner raison. Mais ce qui est important, c'est que les intérêts stratégiques du pays soient préservés. C'est que la nation, dans sa quiétude, dans sa paix, soit préservée. C'est que l'objectif commun de réaliser le progrès soit la finalité. Et moi, c'est ça mon action. Quand je suis en désaccord, je le fais savoir par la manière qui sied à un homme de responsabilité. Maintenant, avoir des désaccords, ne pas savoir les surmonter, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Moi, j'étais un président de parti politique, il n'y a plus de parti politique, mais ça ne veut pas dire que la politique est finie. Il y aura une nouvelle charte des partis politiques. Il y aura une nouvelle reconfiguration, une nouvelle organisation de l'espace politique. Et voilà, les activités politiques reprendront, quel que soit le temps que ça prendra. Et le but de la suspension et tout ça, c'est tout simplement pour les enjeux futurs, les défis du moment commandent une stabilité. C'est pourquoi aucune déstabilisation de notre pays ne doit être tolérée. Aucune déstabilisation ne doit être en projet. Parce que ce pays vient de loin. La transition, là, ce n'est pas Noum Sarr, ce n'est pas Assimi Goïta, ce n'est pas Malick Diaw, ce n'est pas que le CNT. La transition, c'est un ensemble, c'est le peuple du Mali. Nous ne pourrons pas accepter qu'elle soit remise en cause pour des intérêts quelquefois injustifiés. Donc c'est pourquoi nous saluons toutes ces forces vives qui travaillent dans une dynamique, malgré les divergences, dans une dynamique de cohésion nationale. D'accord. Voilà. Ok. Vous dites tout à l'heure qu'une déstabilisation ne doit être acceptée. Évidemment que nous venons d'échapper, selon les autorités, à travers un communiqué lu sur les ondes de la télévision nationale par le général Daoud Ali Mohamedine, parlant d'une tentative de déstabilisation qui a été déjouée. Et ce n'est pas, en tout cas, une première sur cette transition. Nous avons vu qu'il y avait des civils qui avaient été arrêtés à un moment donné pour les mêmes faits qui ont été reprochés alors à ces civils. Aujourd'hui, c'est des militaires, non moins, en tout cas des généraux, des généraux de gros calibre quand même, qui sont impliqués dans cette tentative de déstabilisation des institutions de la République, M. Moussa. Bon, je m'en tiens au communiqué du gouvernement. Je n'ai pas de commentaires à faire sur ce sujet. Les enquêtes sont en cours et comme vous le savez, je n'épilogue pas sur les situations où les enquêtes sont en cours. Le gouvernement a communiqué comme il se devait et le gouvernement continuera à communiquer, bien sûr, je suppose, de l'évolution de la situation. Mais pour ce qui nous concerne, je l'ai dit, aucune déstabilisation de la transition ne doit être un projet. Ce pays vient de loin. Assimi Goïta passera. Noum Sarr passera. Malick Diaw passera. Tout le monde passera.
mais le pays restera et le peuple restera. Le pays va demeurer, sauf que, M. Noussar, c'est une question qui taraude. Hein. Beaucoup de Maliens se posent la question. Les figures impliquées dans cette tentative de déstabilisation, c'est quand même des figures connues, reconnues en tout cas du peuple malien pour avoir été, selon certains, comme des héros de la nation. Je vais parler ici du général Nema Sagara, je vais parler du général Abdoulaye Abbas Dambélé. C'est quand même des figures connues. Mais comme je vous dis, je n'épilogue pas sur ça, je m'en tiens au communiqué du gouvernement. Et je suppose que le gouvernement va communiquer sur l'évolution de la situation. Voilà. Je n'épilogue pas sur ça, c'est des enquêtes. D'accord. Les enquêtes sont en cours. Et quand on est responsable, on ne commente pas les enquêtes. D'accord. Ok. Donc on va continuer dans cette interview, M. Noussar. Nous allons nous intéresser à votre organisation, le CNT. On sait très bien qu'il y a quelques semaines de cela, les indemnités et avantages qui avaient été à un moment donné décriés, finalement, en tout cas une partie, hein, comme cela peut être aussi peut se lire. Alors finalement, les membres du CNT bénéficient justement de ces indemnités et de ces avantages qui vont vous être alloués. C'est quand même une loi qui a été, c'est vous-même qui l'avez adoptée, le président l'a promulguée. Mais on se pose la question, une bonne partie du peuple aussi se pose la question, est-ce le moment, compte tenu des difficultés que le pays traverse aujourd'hui, des membres du CNT qui s'arrogent de telles indemnités et avantages? Non, écoutez, d'abord, les membres du CNT ont diminué leurs avantages. Certains ont renoncé à 400 000, d'autres à 550 000. Donc, ça dit que ce débat n'avait pas raison d'être. Mais encore une fois, ce sont les théoriciens du chaos qui l'ont fait naître. Mais ils ont oublié que ça va les rattraper plus tard. Parce que moi, mes maîtres politiques m'ont toujours dit, ne fais jamais d'un argument politique les questions de ressources reçues par les adversaires politiques. Les fonctions politiques sont des fonctions de dignité. Ces fonctions commandent à ceux qui les assument d'être à l'abri du besoin pour ne pas être des proies faciles pour des lobbies. C'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça en France, c'est comme ça un peu partout dans le monde, où ceux qui assument les charges de fonctions politiques ont des traitements particuliers qui font qu'ils sont indépendants, totalement indépendants financièrement, qui font qu'ils sont à l'abri du besoin. Et moi, je le dis, je l'assume pleinement. Les fonctions politiques commandent un kit de dignité. C'est ma position, personne ne peut changer ça. Maintenant, les membres du CNT, à l'unanimité, ont estimé nécessaire de renoncer à une bonne partie. C'est de leur... voilà, c'est tout à leur honneur. C'est tout à notre honneur. Cela ne veut pas dire qu'on était hostile face à ça. Non. Mais on explique une situation. Des gens ont été députés ici. Ils ont perçu les mêmes indemnités, en tout cas plus même, plus que les indemnités que nous percevons. Et à aucun moment, cela n'a été décrit. Nous, on était à l'opposition, nous n'avons jamais fait de ça, en tout cas, personnellement, nous n'avons jamais fait de ça un cheval de bataille politique. Sauf que là, c'est les élus. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez élu? Qui est élu dans une période de transition? Le député auquel vous faites allusion? Non, dans une période de transition, personne n'est élu là. Non, vous parlez tantôt du député qui percevait les mêmes avantages mais que si vous. nous sommes arrivés à une transition, c'est que ceux qui ont été élus ont trébuché quelque part. Voilà. Mais c'est même... c'est pas décent de parler de gens qui occupent des fonctions qui, en période normale, sont... Mais en période de transition, qui est élu? Personne. Si ceux qui ont été élus avaient bien géré, on ne serait pas dans une période de transition. Et nous ne sommes pas élus, nous sommes nommés, mais nous votons les lois. Il faut rejeter les lois que nous votons. Il faut dire que non, ces gens-là votent le budget d'État et on ne va pas accepter de percevoir les financements issus du budget d'État. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Ceux qui ne sont pas élus ont conduit le pays aujourd'hui vers l'honneur et la dignité. Ceux qui ne sont pas élus ont récupéré Kidal. Ceux qui étaient élus l'ont livré. Ceux qui ne sont pas élus ont sorti le pays des griffes de la tutelle internationale. Ceux qui étaient élus ont donné le pays
Donc vraiment, il faut que les gens sortent de ça. On n'en a pas besoin. La transition, c'est une courte période, c'est une période d'exception. Une courte période d'exception dans l'histoire d'un pays. Et elle n'a pas besoin d'opposition. Mais vous constatez que des gens disent non, on n'a pas d'opposition, mais font tout ce qu'un opposant doit faire. C'est ça un peu la question de l'honnêteté intellectuelle. Vous dites non, moi je ne suis pas, il n'y a pas d'opposition dans une transition, mais vous menez des actions, vous faites tout ce qu'une opposition doit faire. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas honnête. Donc pour moi, j'estime que élu, pas élu, l'essentiel c'est d'assurer le bonheur de notre pays. Et ce que Assimi Goïta, le général d'armée Assimi Goïta, a réalisé en 4 ans, des régimes en 10 ans n'ont pas fait. Mais c'est un constat, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Certains ont préféré faire l'allégeance, se coucher à plat le ventre devant les puissances étrangères pour se préserver. Okay. Mais Assimi a accepté le sacrifice pour le pays. Ça, c'est un fait. C'est un fait. La classe dirigeante aujourd'hui du pays, personne ne peut remettre en cause leur patriotisme. En tout cas, moi, personne ne peut me convaincre. Me convaincre de la remise en cause de leur patriotisme. C'est facile de faire allégeance. Assimi aurait pu faire allégeance. Hein. Et se comporter comme d'autres. Hein. Faire allégeance, oui, écoutez, nous sommes d'accord avec vous, la CEDEAO, on est d'accord avec vous, la France, on est d'accord avec vous, l'Union européenne, on est d'accord avec vous. Il aurait pu le faire. Mais il a dit, quand ça viole l'intérêt de notre pays, on ne l'acceptera pas. Mais ça, c'est un sacrifice. Donc, lui qui n'est pas élu là, nous qui ne sommes pas élus là, nous avons libéré Kidal. Nous avons redoré le blason de notre pays. Nous avons imposé la respectabilité de notre pays. Nous avons aujourd'hui, nous sommes les porte-drapeaux de l'espérance africaine à travers l'AES. Donc, qu'est-ce qu'on a à envier aux gens qui ont été élus? D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie aux gens qui ont été élus? C'est la question que vous posez vous-même. Alors, vous dites que ce que le général d'armée Assimi Goïta a réalisé en 4 ans, certains hommes politiques ont été des régimes. Voilà, dans 10 ans, mais c'est clair. Ils n'ont pas réalisé. Alors, en tout cas, les Maliens vous écoutent et vous observent. Hein. Alors, ils peut-être donnent leur opinion par rapport à ce qui s'est dit. Mais le constat, est-ce qu'il est reluisant à ce point, monsieur? Mais tout à fait. Pendant 10 ans qu'il a été occupé là. Vous savez, c'est quoi le sentiment d'un homme qui voit une partie de sa maison occupée par quelqu'un qui impose sa loi, qui commande votre femme? Vous savez, le sentiment, c'est la même chose pour un pays qui a un territoire occupé. Celui qui a permis, à travers une vision, à travers la coordination d'une action globale, a permis de rétablir ça, qui peut dire qu'il n'a rien fait? Celui qui aujourd'hui a commandité un audit pour que des fonctionnaires fictifs, certains, des gens qui n'existent pas, pour que l'État puisse bénéficier de cet argent, celui-là n'a rien fait. Ceux qui ont permis à notre armée d'acquérir des capacités, des moyens technologiques importants, celui-là n'a rien fait. Ceux qui ont mis fin à la tutelle nationale, ceux qui ont reconquéri l'espace aérien de notre pays n'ont rien fait. Mais c'est ce que je dis en Bambara, Beka Ban Alaka Sombre. La vérité là, vous n'avez pas besoin d'aller à la vérité, elle vient à vous. Sauf que vous avez quand même oublié certainement d'évoquer les routes qui souffrent aujourd'hui. Nous savons très bien que pour certaines de nos routes, c'est un calvaire. Vous le savez mieux que moi. Certaines écoles sont fermées, vous l'avez rappelé tantôt. Des chômages qu'on n'en finit pas de compter. Justement, le panier de la ménagère, des usines qui se font incendier. C'est un défi sécuritaire. Oui, justement, vous n'avez pas évoqué ces aspects, mais je sais. Mais c'est un défi, j'ai dit qu'il y a des défis sécuritaires importants. Et le défi sécuritaire, il est là. Nous ne sommes pas du genre à cacher les choses. La question des routes, il y a des améliorations sur certains axes, il y a des axes où c'est difficile. Prenez aujourd'hui l'axe Bamako-Koulikoro avec la commune. C'est quand même inimaginable il y a quelques années. Vous l'avez vu? C'est pas récent, hein? Non, écoutez, les travaux de 3 fois 3 voies, ce sont des travaux récents qui ont été rentrés par la transition. Okay. Du point zéro, c'est-à-dire du Grand Hôtel à Bourgassambou,
Mais c'est la transition. C'est en cours. Ça va changer le visage de cette partie de Bamako. Ceci dit, il y a des défis. C'est important. La route de Caille, c'est un défi. Il y a certaines routes nationales, c'est un défi. Mais le pays ne peut pas tout faire en même temps. Connaissez-vous un pays qui a tout fait en même temps? Pendant que nous construisons notre armée pour conserver notre dignité, ça demande des ressources considérables. Et ces ressources-là ne tomberont pas du ciel. Personne ne nous aidera. Nous comptons sur nous-mêmes. Mais nous avons fait le choix de la priorisation des priorités. C'est ce qui est important. Et la priorisation des priorités, c'est faire face aux défis sécuritaires et tout en n'oubliant pas les autres défis, faire ce qu'on peut pour les autres défis. Mais le défi prioritaire, c'est le défi sécuritaire. Le défi sécuritaire. En tout cas, moi, je suis fier du bilan des 5 ans de transition. Je suis totalement fier de ça. Les détracteurs ne peuvent pas dire autre chose qu'à vouloir dire des choses qui nous ramènent où ils veulent qu'un État fasse tout en même temps. Ce n'est pas possible. Je vous dis, les fonctionnaires les plus payés au Mali, c'est peut-être, je pense que, je ne sais pas les chiffres, je le dis de mémoire, ce sont peut-être les magistrats. Mais on avait 400 magistrats. La transition est en train d'amener à 816. Ça fait plus de ressources. Ça fait plus de salaires à payer. Ça fait plus de bureaux à équiper. Mais personne ne nous aide, nous faisons ça. Pour que la justice règne sur l'ensemble du territoire. D'accord. Monsieur Noussa, rapidement, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Des réformes ont été entreprises, y compris des réformes que vous avez vous-même, en tout cas, votées au sein de l'Assemblée, du CNT. Si vous avez des motifs de satisfaction, monsieur Noussa, aujourd'hui, par rapport à toutes ces réformes qui ont été entreprises? Je suis satisfait et surtout fier du travail abattu au CNT. Le CNT n'a voté aucune loi réactionnaire. Toutes les lois adoptées sont des lois progressistes. Allez-y vérifier. Les détracteurs peuvent commander une étude. Toutes les lois votées sont des lois progressistes. Aucune loi réactionnaire. Le CNT, en votant ces lois, a affirmé sa position d'épine dorsale de la transition. Vous n'avez pas remarqué que toutes les attaques étaient concentrées sur le CNT? Vous l'avez juste remarqué. Parce que les auteurs de ces attaques savent que c'est le CNT l'épine dorsale de la transition. Et qui étaient ces commanditeurs? Mais vous connaissez bien ces gens qui pensent qu'ils sont les élus de Dieu. C'est eux qui sont nés pour diriger et les autres pour suivre. Mais ils n'ont pas compris que Dieu a un plan pour chacun. Ceux qui cherchent les postes, ceux qui se battent pour les places, n'ont rien compris. Le destin est préétabli. La place qui est prévue pour vous, dans l'intervalle de temps que vous allez passer sur cette terre, vous allez l'occuper contre vents et marées. Mais Assimi Goïta n'a jamais estimé, le président Assimi Goïta n'a jamais pensé un jour qu'il allait devenir président chef d'État du Mali. Sinon, il ne serait pas allé dans l'armée. Il aurait fait la politique. Mais l'histoire l'a appelé. Il a été choisi par l'histoire. Et aujourd'hui, c'est un fait. Mais ceux qui refusent d'accepter ça, bon, à la limite, ils remettent en cause même leurs croyances. Et moi, j'estime qu'il faut être croyant en tout état de cause. Il faut accepter tout ce que le grand architecte de l'univers choisit pour votre pays. C'est aujourd'hui Assimi. Demain, Assimi va succéder à d'autres. D'autres vont succéder à lui. Peut-être c'est vous, peut-être c'est moi, peut-être c'est d'autres. Mais ne pas supporter voir Assimi diriger le pays, crier sur tous les toits, allons-y aux élections, espérant que tu vas venir devenir président, tu n'as rien compris. D'accord, ils n'ont rien compris, ce n'est pas moi qui n'ai pas compris quelque chose, c'est plutôt ils n'ont rien compris. Monsieur Noussar, comme on le dit souvent dans le jargon, vous êtes un très bon client, vous avez été en tout cas ce brillant interlocuteur comme chaque fois. Merci, hein. Nous sommes quasiment à la fin de cet entretien, si vous avez un dernier message. Le dernier message, c'est appeler notre peuple à plus de sérénité. Dire que les théoriciens, les alarmistes, les théoriciens du complot, les alarmistes continueront à travailler. Ils vont toujours travailler à nous déstabiliser. Ils vont toujours continuer à utiliser des trolls sur les réseaux sociaux, à inventer des histoires. Ils vont toujours essayer de mettre du bâton dans les roues. Parce que certains d'entre eux et leurs mentors estiment qu'ils sont les élus de Dieu, ils sont faits pour diriger le pays. Et ceux qui dirigent, lorsqu'ils ne dirigent pas, lorsqu'ils ne font pas partie de la classe dirigeante, rien ne marche. Mais lorsqu'ils sont là-bas, tout va bien. Curieusement,
la plupart d'entre eux ont eu à occuper des postes de responsabilité de haute fonction dans ce pays, de haute responsabilité, ont occupé de hautes responsabilités dans ce pays. Et les recettes qu'ils proposent aujourd'hui, ils avaient oublié ces recettes-là quand ils étaient au pouvoir. Il a suffi seulement qu'ils quittent le pouvoir pour qu'ils se rappellent de ces recettes. Notre peuple n'est pas dupe. Vous avez vu tout ce qui a été tenté? On a tenté toutes sortes de choses. On a calomnié ça et là. Mais le peuple malien est resté droit dans ses bottes et il a répondu par le silence. Il a répondu par le silence. Ils l'ont appris à leur dépens. Seul le silence est grand. En tout cas, seul le silence est grand. Je salue nos hommes au front, ceux qui, sous la tempête, sous la chaleur, continuent à défendre notre dignité. Nous ne les remercierons jamais assez. Je salue le courage et la ténacité de notre peuple. J'appelle l'ensemble des forces vives à converger dans une seule dynamique qui est de protéger le processus de progrès engagé par la transition. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays et que le Mali soit toujours ce pays qui porte le drapeau de l'espérance africaine. Amen, qu'il en soit ainsi, que Dieu bénisse le Mali. C'est ce qu'il fallait retenir, mesdames et messieurs, de cette édition spéciale qui revenait ce soir sur les 5 ans de la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. Alors, nous étions avec justement Nohom Sarr, je rappelle qu'il est membre du Conseil national de transition. Ce fut un plaisir de vous présenter cette édition spéciale. Grand clin d'œil à l'équipe de rédaction dirigée par Augustin Echoubeyi, Moulay Touré, Youssouf Sangaré, Lamine Koulibaly, Moussa Haïdara. Retrouvez d'autres éditions spéciales certainement au cours de cette journée sur la première chaîne d'information du Mali. À très vite sur Djoliba TV. Au revoir.